Qu'est-ce que les gens riches savent que la plupart des gens ignorent? 1. Investir tôt, des petites sommes. Et la troisième règle, ne pas... Et là, je parle pas de recevoir ces 300 € d'intérêt tous les ans parce qu'on a plafonné son livret A. Là, on parle de doubler son capital facilement. Est-ce que c'est une bonne idée d'investir dans une assurance vie aujourd'hui? Je pense que c'est une mauvaise idée. Quelqu'un comme vous et moi, moins de 40 ans, est-ce que vous pensez qu'on aura une retraite? La retraite est garantie par l'État. Donc on est mal barré. Le système ne tiendra pas. Vincent, une question très importante. L'argent qu'on a sur notre compte en banque, à qui il appartient réellement? Il n'y a pas d'argent qui dort, l'argent travaille toujours. La vraie question, c'est de savoir pour qui elle travaille. L'État peut faire ce qu'on appelle une saisie administrative, dire à votre banque, vous bloquez l'argent et vous me la renvoyez. Ça, c'est possible. Les impôts en France. Revenus passifs. Livret A. Payday routine. La notion d'intérêt composé, c'est une notion purement mathématique. Si on a plus de 50% uniquement pour le loyer, c'est qu'il y a un problème. Il faut déménager, c'est ça? Acheter un bien immobilier pour vivre dedans? Oui. Moi, je pense que c'est une... Ah. Tout ce qu'il faut comprendre là-dedans, c'est que c'est pas forcément une notion de montant, c'est une notion de temps. Est-ce que c'est une réponse d'un papa ou est-ce que c'est la réponse d'un expert en finances personnelles? On a toutes les clés en main pour décider et d'arrêter de subir, d'arrêter de se dire à la fin de chaque mois « Mince, qu'est-ce qui s'est passé? Je comprends pas. On verra le mois prochain, ça ira mieux. » Non, ça ira pas mieux en fait. Tant que tu reprends pas le contrôle, ça n'ira pas mieux. Qu'est-ce qui allume les radars? Quelle erreur on fait et qui pourrait déclencher automatiquement une alerte TracFin? On a constaté une petite chose. Plus de 60% des personnes qui regardent nos vidéos ne sont pas abonnées à la chaîne. 60%, ça fait beaucoup quand même. Alors permettez-moi de vous solliciter. Si vous appréciez notre travail et que vous souhaitez nous soutenir, abonnez-vous dès maintenant. Et moi, en retour, je m'engage à écouter vos feedbacks, inviter les meilleurs experts au monde et continuer à produire un show de qualité. Je compte sur vous. Merci beaucoup. La plupart des gens passent leur vie à prendre des décisions financières sans jamais avoir appris comment l'argent fonctionne vraiment. Et quand on ne maîtrise pas ces mécanismes, cela finit par avoir des conséquences sur nos choix, notre liberté et parfois même notre avenir. Pour en parler, j'ai souhaité recevoir quelqu'un qui connaît la finance de l'intérieur. Mon invité est diplômé de l'EDHEC Business School. Il a commencé sa carrière chez Rothschild, au cœur de la finance traditionnelle, là où l'argent circule à grande échelle. Puis, il fait un choix radical, quitter ce monde-là pour s'attaquer à une question beaucoup plus fondamentale. Comment permettre au plus grand nombre de comprendre enfin ce que signifie gérer son argent? Aujourd'hui, il est directeur France de Trade Republic, l'une des principales plateformes d'investissement et banque digitale en Europe, qui bouscule les codes historiques de l'épargne et de l'investissement. Sa conviction est simple, mais radical. Le vrai enjeu n'est pas seulement d'investir, c'est de développer une vraie culture financière et arrêter de laisser l'argent être un sujet réservé à une élite. Dans cet épisode, on va parler d'argent sans tabou, d'investissement sans jargon et surtout de tout ce qu'on aurait aimé comprendre beaucoup plus tôt. Vincent Grard, bonjour. Bonjour. Et bienvenue dans le Manel Show. Merci beaucoup. Vincent, je vais vous proposer d'entrer directement dans le vif du sujet. J'aimerais savoir, pour toutes les personnes qui ont cliqué sur cette vidéo, pourquoi, selon vous, devraient-elles continuer à la regarder jusqu'au bout? Une réponse peut-être très simple, mais je suis sincèrement convaincu que maintenant, on n'a plus le choix. Le fait de s'intéresser au sujet d'argent, le fait de reprendre le contrôle sur son argent, le fait de planifier aussi son avenir financier, c'est plus une option, c'est plus quelque chose qui nous tombe dessus, mais c'est vraiment quelque chose qu'on doit anticiper. C'est vrai, Vincent, de par votre parcours, vous avez travaillé avec des personnes très riches. Donc ma première question, elle est simple. Qu'est-ce que les gens riches savent que la plupart des gens ignorent? Que l'argent, ça fait des petits. Que l'argent, ça donne encore plus d'argent. Et là, je parle pas de recevoir ces 300 € d'intérêt tous les ans parce qu'on a plafonné son livret A. Là, on parle de doubler son capital facilement, en ayant un risque maîtrisé, mais doubler son capital en 9-10 ans, simplement. Donc on fait 100% de performance sur 10 ans, ce qu'on ne peut pas avoir et ce que les Français, d'une manière générale, n'utilisent pas. Donc l'argent se reproduit. Oui, pour le dire autrement, et pour un terme qui est en train d'exploser actuellement sur les réseaux sociaux, c'est la fameuse mécanique des intérêts composés. Donc le fait
que votre argent vous ramène des intérêts la première année, que la deuxième année, ces mêmes intérêts ramènent également des intérêts, et ainsi de suite. Et donc, tout ce qu'il faut comprendre là-dedans, c'est que c'est pas forcément une notion de montant, c'est une notion de temps. Ah, c'est-à-dire ? C'est-à-dire que plus on a de temps devant soi, plus c'est simple. Donc il faut commencer tôt ? Parce qu'en fait, si les intérêts de la première année ont 20 ans pour travailler, eh ben, ils vont venir compenser l'argent que vous pouvez déposer vous-même sur le compte. Avoir une vision à long terme. Une vision, plus c'est long, plus c'est simple. Donc, plus vous avez de temps devant vous, moins vous avez besoin d'argent pour atteindre le même objectif. Donc, c'est l'argent qui fait des petits. C'est une notion qui est vraiment... jusqu'à récemment, on voit quand même que le niveau de connaissances financières en France explose. C'est une obligation. Les gens ne peuvent plus se permettre de gâcher l'argent. Les gens ne peuvent plus se permettre de ne pas prévoir. On est quand même dans un format de pénurie. Moi, ce que je remarque aussi, c'est un niveau d'anxiété très très fort actuellement sur les sujets d'argent, de pouvoir d'achat, d'inflation. Comment ça se manifeste ? Les 3 plus grosses préoccupations des Français en 2025, il y en a 2 qui sont liées à l'argent. Il y en a une, c'est la criminalité et la violence. Donc les gens ont peur, d'une manière générale, de la criminalité et de la violence. La deuxième raison, en tout cas la deuxième préoccupation, c'est l'inflation et le pouvoir d'achat. Donc les gens ont le sentiment qu'avec le même argent, ils peuvent acheter moins de choses. Ce qui est vrai. Et le troisième, c'est les impôts et les taxes. Alors si on revient sur cette notion de timing que je trouve super intéressante, vous nous avez dit, c'est important de comprendre que l'argent fait des petits, se reproduit et qu'il vaut mieux commencer tôt. À partir de quel âge, selon vous, il faudrait s'intéresser sérieusement à l'argent ? Maintenant, avec les solutions techniques, les nouveaux produits des banques, on peut commencer à se construire un capital en faisant des petits efforts, des 10 euros par mois, 20 euros, 50 euros, peu importe. Donc ça, c'est accessible même aux catégories moyennes et populaires. Avant, il y a 10 ans, c'était quasiment impossible d'investir des petits montants. Ça, c'est le premier point. Et une fois qu'on a compris que c'est une question de temps, on peut aussi agir pour les autres. Comment ? Eh ben, on peut préparer l'avenir financier de ses enfants dès leur naissance, par exemple. C'est quelque chose que vous faites ? C'est quelque chose que je fais d'un point de vue personnel, bien sûr. Comment ? Plutôt que d'investir ou d'épargner, je sais pas, 50 ou 100 euros par mois sur le livret A de mes enfants. Ce que la plupart des gens font. Ce que la plupart des gens font, il vaut mieux l'investir. Plus on attend devant soi, plus on peut se permettre de prendre du risque. Et la notion de risque, je pense qu'il faudra en reparler un tout petit peu parce que il y a une incompréhension de ce que c'est le risque d'une manière générale quand on parle d'investissement. Alors c'est quoi le risque quand on parle d'investissement ? Ce que les gens pensent du risque, c'est la bourse et le casino. Tu mets sur le rouge, tu mets sur le vert, tu as une chance sur 2 de gagner ou de tout perdre. La vérité est beaucoup plus nuancée. Parce que investir, c'est quoi ? Investir, c'est aller acheter un petit bout d'une entreprise. Donc c'est participer à la croissance, au fonctionnement de cette entreprise. C'est pas si risqué que ça finalement. Il y a des comportements qui permettent de limiter le risque. Donc quand vous achetez une petite part d'une entreprise, c'est ce qui s'appelle acheter une action en fait. C'est acheter un petit bout d'une entreprise. Si l'entreprise vend ses produits ou ses services et qu'elle est bien gérée, elle va faire des bénéfices. Vous allez en toucher du coup une petite partie aussi de ces bénéfices. C'est ce qu'on appelle les dividendes. Et la valeur de l'entreprise va s'apprécier. Et donc la valeur de ce que vous avez mis va également s'apprécier. Alors là, c'est théorique. Si on veut aller dans le concret, est-ce que vous pouvez nous donner un exemple pour illustrer ce que vous êtes en train de dire ? Eh bien, on prend un exemple tout simple, une entreprise que tout le monde connaît, une entreprise française, je ne sais pas, Total Energy ou LVMH, le groupe de luxe de Bernard Arnault. Vous pouvez acheter une petite fraction de cette entreprise. Quand vous dites une petite fraction, c'est combien ? C'est quoi ? Combien d'argent on peut mettre dessus ? Alors maintenant, dès 10 euros, en fait. Dès 10 euros par mois, même si une action, ça vaut, je ne sais pas, 500 euros par exemple, pour le cas de LVMH, 5 ou 600 euros, vous pouvez acheter une fraction d'une action, ce qui vous permettra aussi d'obtenir la fraction du dividende qui vous est dû, donc des bénéfices que l'entreprise a générés. Et la valeur de vos 10 euros peuvent se transformer en 11, en 12 et ainsi de suite au fur et à mesure. Mais ça peut également marcher dans l'autre sens.
Ça peut baisser de 10 à 8 à 9 et ainsi de suite. C'est là, justement, qu'on parle de risque. C'est là qu'on parle de risque. Et si l'entreprise fait faillite, vous avez perdu votre capital. Mais alors, psychologiquement, me dire que je vais investir 10 € seulement, parce que c'est ce que la plupart des gens pensent finalement, c'est que ça sert à rien, 10 €. Vous répondez quoi à ça? Sert. Parce que c'est les petits ruisseaux qui font les grandes rivières. Donc en rajoutant 10 € par-ci, 10 € par-là, d'une façon régulière, et surtout sur un horizon de temps qui est élevé, au final, on arrive à une belle rivière. Mais vous savez, Vincent, ça, je suis convaincue que c'est ce que la plupart des gens ne comprennent pas. Je pense que les gens comprennent ça, mais qu'ils ne l'appliquent pas. Et qui pensent que c'est exactement la même chose sur l'épargne qui est sécurisée. Pourquoi ils ne l'appliquent pas, à votre avis ? C'est la notion de sécurité. C'est le fait de pouvoir potentiellement perdre un tout petit peu pendant une période de temps les empêche d'investir sur une période plus longue. Les gens sont d'une manière générale averses au risque. Et c'est normal, c'est parce qu'ils n'ont pas l'habitude du risque. En France, on vous dit que vous perdez votre travail, c'est pas grave, vous avez du chômage. On vous dit mettez pas d'argent de côté, ça sert à rien, de toute façon votre retraite est garantie. Il y a cet État qui a du coup pris en charge des sujets à la place des gens, et du coup les générations, la mienne, la vôtre, on est habitué à ce que certains sujets soient déjà gérés, et dans notre subconscient, c'est garanti, et ça arrivera, et c'est comme ça. Donc du coup, quel est l'intérêt d'aller prendre du risque dans ces cas-là ? Est-ce que cette mentalité, c'est purement français ? C'est comment à l'étranger ? Sur le sujet des retraites, le problème est commun. Est commun à toute l'Europe, hormis la Hollande, donc les Pays-Bas, et la Suède, qui ont déjà compris avant nous qu'il fallait faire une bascule du système classique de répartition vers un système qui soit davantage tourné vers la capitalisation. Il se passe des choses assez dramatique. En Allemagne, par exemple, il y a beaucoup de retraités qui sont obligés de partir des villes pour aller à la campagne parce que les loyers dans les villes ont beaucoup augmenté et que les retraites n'ont pas augmenté suffisamment. Et comme en Allemagne, il y a ce goût de la pierre qui est beaucoup moins développé qu'en France, on se retrouve avec des retraités qui sont locataires, qui sont obligés de déménager parce qu'ils n'arrivent plus à supporter le montant du loyer, parce que la part du loyer devient trop forte dans leur budget. La notion de risque est importante, et pareil, il y a plein de petites notions qui permettent de maîtriser ce risque. C'est pas la même chose d'investir dans une très grande société comme LVMH, comme Total Energy, comme toutes ces boîtes du CAC 40, que d'investir dans une petite PME. C'est pas la même chose d'investir dans une société qui est déjà rentable que dans une start-up. Le niveau de risque est différent. C'est quelque chose que vous recommandez, vous, investir dans des entreprises qui sont déjà rentables ? Moi, je recommande pas d'investir spécifiquement dans telle ou telle entreprise. Moi, je vous donne les bons guides pour vous créer des investissements qui vous correspondent. Oui, je comprends. Parce qu'on va pas dire la même chose à quelqu'un qui a 50 ans évidemment, que quelqu'un qui a 18 ans. Par contre, il y a des règles qui sont applicables à tout le monde. La règle la plus simple, c'est on met pas tous ses œufs dans le même panier. Ouais. Si vous avez 100 € à investir, vous mettez pas 100 € sur une seule entreprise. On ne met pas tous ses œufs dans le même panier. On diversifie. Et donc, il y a des outils aussi qui permettent de diversifier. D'acheter en une fois une portion de plusieurs milliers d'actions, par exemple. Et on va en parler plus en détail. Mais juste pour revenir à ma question précédente, à quel âge, selon vous, on devrait s'intéresser sérieusement à l'argent ? Alors, moi, je pense sincèrement, et c'est une conviction très personnelle, que les sujets d'argent devraient être davantage intégrés dans les parcours scolaires. Oh, oui, je vous rejoins sur ce point. Parce qu'en fait, c'est des notions qui ne sont pas compliquées. C'est des notions qu'on voit en mathématiques. La notion d'intérêt composé, c'est une notion purement mathématique. Simplement, quand on explique le modèle mathématique, on ne le met pas dans le contexte d'un sujet d'argent. Ce qu'il suffirait de faire, en fait, pour expliquer cela aux gens. On n'apprend à personne à gérer un budget. Pourtant, un budget, c'est simple. C'est une feuille avec 2 colonnes, ce qui rentre et ce qui sort. Moi, ce que je remarque surtout, c'est qu'il y a une différence entre les milieux sociaux. C'est-à-dire que si vous venez d'une famille qui est déjà aisée, vous allez, par nature, avoir une éducation financière qui sera plus développée que quelqu'un qui vient d'un milieu populaire. On n'est pas tous égaux face à l'éducation financière. Non. Et le facteur familial est ultra important là-dedans.
Donc, je sais pas exactement à partir de quel âge, mais je pense que ça va arriver à partir du moment où on aura la notion d'argent de poche, à partir du moment où on aura la notion de rétribution pour les petits services rendus. J'ai vidé le lave-vaisselle, j'ai tondu la pelouse. Et il y a plein de petites notions à faire passer aux gens. Qu'est-ce qu'il faudrait apprendre aux jeunes? Si vous pouviez justement introduire des cours à l'école, vous commenceriez par quoi? Le budget. Parce qu'en fait, le budget, c'est la base de la prise en main de son argent. C'est-à-dire qu'avoir un budget, c'est dire à son argent où aller, plutôt que de le regarder partir. Si vous n'avez pas de budget, vous dépensez. Vous faites vos achats, vous avez votre niveau de vie, il n'y a pas de problème, vous dépensez, et à la fin, vous vous dites « Ah mince, je suis censé partir en vacances dans 3 semaines, j'ai pas d'argent de côté pour payer le billet d'avion, ou j'ai un rattrapage des impôts, ou voilà, plein de choses comme ça. » Donc, le fait d'avoir un budget, c'est 1, savoir exactement où va l'argent, et 2, permettre d'anticiper les dépenses futures. Parce que dans un budget, on va prendre une partie, et on va dire « Ah bah ça, je le mets de côté pour payer les vacances de l'année prochaine. Ça, je le mets de côté pour, je sais pas, les études des enfants dans 15-18 ans. Ça, je le mets de côté pour mon complément de retraite. » Et le fait d'avoir ce budget, on est en contrôle. Et déjà, quand on est en contrôle, le matin, quand on se réveille, on est quand même de meilleure humeur. On n'a pas le petit poids sur la tête de se dire « Oula, on est déjà le 15, je comprends pas ce qui s'est passé, il me reste plus beaucoup sur mon compte. » J'ai rien anticipé et je sais pas comment je fais le mois prochain pour partir en vacances. Totalement. Donc ça, le budget, c'est vraiment la base du sujet d'argent. Est-ce que vous avez un modèle de découpage de budget à partager avec nous? Disons par exemple 2 000 €. Comment vous répartissez tout ça? Alors, il y a une sorte de règle qui est le 50-30-20. C'est une règle un peu standard. Ça ne s'applique pas à tout le monde, évidemment. Quand on a 2 000 € de revenus ou 10 000 € de revenus, évidemment que la répartition ne sera pas la même. Par contre, ça donne une sorte de tendance, une sorte de bonne pratique pour les gens. Le 50-30-20, c'est 50% sur les dépenses contraintes. Donc ça, c'est des dépenses sur lesquelles vous n'avez pas forcément de pouvoir. Tout ce qui est facture, Votre loyer. Ouais, vos factures d'eau, l'électricité, tout ce qui est indispensable pour vous, pour vivre. Les vêtements pour aller au travail, enfin voilà, pour s'habiller. Le 30, c'est la boîte à plaisir. C'est les restaurants, c'est les vacances, c'est tout ce que vous faites en plus qui vous permet de vivre normalement. Pour donner en un fait. petit peu de joie quand même. Exactement. Au quotidien. J'ai un de mes collègues qui appelle ça la boîte à souvenirs. Je préfère la boîte à plaisir. Et les 20, c'est l'avenir. On met de côté. Ça peut être l'avenir dans 6 mois comme l'avenir dans 30 ou 40 ans. Mais c'est faire des lignes de dire ça part pour les vacances de l'année prochaine. Ça part pour ma retraite. Ça part pour, je sais pas, dans 5-10 ans parce que j'ai un projet de faire soit un très gros voyage, d'acheter une voiture, peu importe, en fait. Simplement de se dire, voilà, la règle, elle est comme ça. Le plan, il est comme ça. Une fois que le plan est défini, on l'exécute. Mais vous savez, Vincent, avec cette règle, le problème aujourd'hui, c'est que le loyer ou le crédit, dépasse largement les 50% de son salaire, de son budget. Alors dans ces cas-là, comment on fait concrètement? Quel est le modèle réaliste pour ces personnes-là? Ce qu'on voit, c'est que la part de dépenses contraintes dans le temps, sur les 50 dernières années, a augmenté significativement. Quand elle était aux alentours de 10% il y a 25-30 ans, maintenant elle est aux alentours des 25-28. Donc là, on ne prend en compte pas uniquement le loyer, mais vraiment toutes les factures. Exactement, les dépenses contraintes. Si on a plus de 50% uniquement pour le loyer, c'est qu'il y a un problème. Il faut déménager, c'est ça? Ou gagner plus d'argent. C'est toujours 2 solutions. Hein. C'est soit on augmente ses revenus, soit on baisse ses charges. Mais c'est en effet très très délicat de vivre correctement quand son loyer seul dépasse déjà 50% de ses revenus. Parce que si vous rajoutez l'eau, si vous rajoutez les taxes, si vous rajoutez Internet et ainsi de suite, on arrive à des montants qui sont colossaux, donc non. Donc là, pour sortir la tête de l'eau dans cette situation, il y a 2 possibilités, gagner plus d'argent ou déménager. Alors déjà, on fait un budget. Ça nous permet de nous rendre compte exactement de là où on en est, en fait. Ouais. Et de se rendre compte du problème, techniquement. Parce qu'en effet, si on atteint des 80% de dépenses contraintes, ça ne va pas.
Et là, il y a plusieurs solutions. Et en effet, et la vérité, c'est que c'est pas juste augmenter ses revenus ou baisser ses dépenses. C'est un mix des deux. Il n'y a pas de règle absolue qui s'applique à tout le monde. C'est vraiment l'idée générale de tout ça, c'est de se dire, on a toutes les clés en main pour décider. C'est d'avoir une décision éclairée. Et d'arrêter de subir, en fait. D'arrêter de se dire à la fin de chaque mois, mince, qu'est-ce qui s'est passé, je comprends pas. Et de fermer les yeux et de se dire, on verra le mois prochain, ça ira mieux. Non, ça ira pas mieux, en fait. Tant que tu reprends pas le contrôle, ça n'ira pas mieux. Je vais vous montrer des mots. Oui. Et vous êtes libre de réagir comme vous le souhaitez, mais attention, pas de langue de bois. Jamais. Est-ce que vous êtes prêts ? C'est parti. Les impôts en France. Beaucoup trop. Poids énorme sur la société et frein à la croissance. Argent facile. Vous m'auriez montré argent rapide, je vous aurais dit chimère. Argent facile sur un temps long, tout à fait. Investir sur 30 ans, prendre des rendements, c'est facile. Ça demande du temps, mais c'est facile. L'argent rapide, c'est beaucoup plus dur. Revenu passif. Il y a des gens pour qui vivre uniquement de revenus passifs est l'objectif de vie. Et ce qui est très bien. Dans la vérité, assez peu y arrivent au final. Mais diversifier ses sources de revenus, c'est toujours une bonne idée. Comme ces investissements, il faut toujours diversifier. Donc, avoir un peu de revenus, comme tout le monde, quand on démarre dans la vie active, 100% de nos revenus sont du travail. Et ensuite, quand on fait de l'investissement, quand on a certains peu... D'ailleurs, on parlait de la génération Z, mais il y en a beaucoup dans la génération Z qui ont ce qu'on appelle les side business, donc ils font des petites choses à côté, soit digital, soit des jobs en plus et ainsi de suite. Ça permet de diversifier les revenus et c'est une bonne idée. Influenceur. Ce que ça m'évoque ? Oui. Pour moi, c'est un nouveau canal de communication. On avait la presse papier, on avait la TV, on avait la radio. Maintenant, les réseaux sociaux ont fait arriver les influenceurs. C'est un nouveau canal de communication. C'est très important, je pense, parce que quand vous voulez délivrer un message spécifique à une audience, en fait, il faut aller parler là où cette audience donne son attention. Et actuellement, l'attention de la génération Z, voire même de la mienne, de la nôtre, elle est majoritairement tournée sur les réseaux sociaux. Celui-ci, je l'aime bien. Livret A. Le livret A, c'est quand même incroyable. C'est-à-dire que c'est garanti et les intérêts sont nets d'impôts. Donc c'est un produit formidable pour avoir cette petite épargne de précaution-là, ces 3 à 6 mois de dépenses ou de revenus que vous devez avoir de disponible, de sécurisé à portée de main. La vérité, c'est que le livret A, au final, les intérêts que vous recevez sur le livret A, c'est vous-même qui les financez au travers de vos impôts. Donc c'est peut-être un juste retour des choses, mais en tout cas, c'est un super produit pour l'épargne de précaution. Le piège, c'est de n'utiliser que des livrets et du coup de perdre l'opportunité d'investissement. Mais en tout cas, si on sait bien utiliser le livret A pour son épargne de précaution, c'est un super produit et il y a beaucoup de pays européens qui nous l'envient. Il faudrait avoir combien d'argent de côté, selon vous, pour les coups durs ? Tout dépend du niveau de vie de chacun aussi, mais il y a une petite règle de bonne pratique qui dit entre 3 et 6 mois de dépenses. Bitcoin. Innovation, alternative. Je vois le Bitcoin comme un actif financier. Je le vois par ce prisme-là. Je ne le vois pas par le prisme de la blockchain, de l'innovation technologique et de ce que ça peut apporter dans l'écosystème financier d'une manière générale. Moi, je l'apprécie plus comme un investisseur. J'en achète tous les mois aussi du Bitcoin, un tout petit peu, via les plans d'investissement, via les plans d'épargne automatisés. En fait, moi, je le catégorise comme ce qu'on appelle les actifs alternatifs. Donc vous avez, quand vous avez un portefeuille diversifié, vous avez normalement un cœur de portefeuille avec des actions, des obligations, et ensuite vous avez une part de votre portefeuille où vous allez chercher des actifs alternatifs. Généralement c'est de l'or, généralement c'est des métaux comme l'argent, mais vous pouvez aussi investir dans le Bitcoin. Vous pouvez investir, je sais pas, il y en a qui aiment les montres, certains c'est les voitures.
Voilà, ça fait partie de ces actifs alternatifs qui, je pense, méritent d'être dans un portefeuille, toute proportion gardée. Payday routine. Ça, c'est ce qu'on appelle un trend actuellement sur Insta. C'est vrai. Une trend qu'on voit beaucoup sur les réseaux sociaux. Est-ce que c'est une bonne idée, ça, le payday Si les gens routine? peuvent se mettre des routines comme ils le font pour le sport, comme ils le font pour la santé, sur des sujets d'argent, c'est très bien. Tout à l'heure, on a parlé du 50-30-20 comme la règle, comme en tout cas la bonne pratique en termes de gestion d'argent. La vérité, c'est que cette règle-là, il faudrait l'appeler la 20-50-30. C'est-à-dire que vous mettez d'abord les 20% pour votre avenir de côté. Ensuite, vous payez vos dépenses obligatoires. Et ce qui reste, vous en servez comme la boîte à plaisir. Parce que le risque avec la 50-30-20, c'est que le 50 déborde un peu, le 30 déborde un peu, et il n'y a plus de 20. Sauf qu'en fait, les 20, ça correspond à se payer soi-même d'abord. Donc moi, je préfère l'appeler la 20-50-30. Donc dans la payday routine, la première étape, c'est déjà de mettre de côté. Ouais. Ok. Vous savez, ça peut être des petites choses. Ça peut être comme arrêter de prendre son café au Starbucks tous les jours et de le payer 8 €. C'est encore une fois, c'est les petits ruisseaux qui font les grandes rivières. Donc, toutes ces petites dépenses inutiles, arrêter l'abonnement qu'on pourra avoir sur une salle de sport qu'on n'est pas allé depuis 6 mois, ou alors retourner à la salle de sport au moins pour rentabiliser l'investissement. Mais vraiment, ce sujet de routine, de réflexe, c'est ce qui change vraiment l'avenir des gens. Et enfin, dépenses invisibles. Je pense pas qu'il existe des dépenses invisibles. On a tous... si on les rend invisibles, c'est qu'on a envie de les rendre invisibles. Il y a des dépenses qui peuvent être cachées. Quand parfois vous payez des choses 100 €, mais qu'en fait dedans il y a 15 € de frais inclus, ça c'est des dépenses qui sont cachées. Donc au final vous avez payé trop cher pour quelque chose. Mais le fait d'avoir des dépenses invisibles d'un point de vue général, c'est techniquement pas possible. Si vous faites votre budget, tout est visible. Il y a des choses qui peuvent ne pas avoir été anticipées, possiblement. Et c'est pour ça qu'on a mis en place l'épargne de précaution sur son livret A. Mais invisible, c'est pas possible. Dépenses invisibles, c'est qu'on se ment à soi-même, en fait. Je pense. En tout cas, moi, j'interprète comme ça. Alors Vincent, il y a un sujet qui préoccupe beaucoup les Français, évidemment, c'est le sujet des retraites. J'aimerais qu'on en parle. Et dans un premier temps, j'aimerais savoir comment quelqu'un comme vous et moi, moins de 40 ans, est-ce que vous pensez qu'on aura une retraite avec le système actuel ? C'est très difficile à dire parce que c'est un sujet qui est très très clivant actuellement dans la société. Moi, d'un point de vue personnel, j'ai évidemment très peur. Évidemment, qu'en regardant les chiffres, c'est très difficile d'être optimiste sur la situation des retraites en France. Rien que le sujet démographique et de la pyramide des âges en France fait que le système ne tiendra pas en l'état actuel. Ce que je fais, évidemment, c'est que je le prépare d'un point de vue personnel parce que je peux me permettre de le faire, parce que j'ai le contrôle sur mon argent et donc j'ai un plan pour ça. Mais le système actuel, en l'état, ne peut pas fonctionner. Déjà, actuellement, l'État finance les retraites des retraités actuels en partie grâce à de la dette. C'est-à-dire que la moitié de la dette qui a été créée depuis 2017 a servi à financer les retraites. Donc ça veut dire que l'État, donc les Français, se sont endettés pour payer des retraites plutôt que pour payer des investissements. Structurellement, c'est un problème énorme. On est d'accord, un énorme problème. Et en même temps, qu'on se comprenne bien, c'est pas la faute des retraités. Les retraités, ils n'ont rien demandé. Les retraités, eux, ils ont fait comme nous actuellement. On leur a dit, vous cotisez pendant toute votre carrière et à la fin, vous aurez une retraite. Le système actuel fait que la fiscalité qui pèse sur les actifs est énorme. C'est ce qui empêche aussi les gens d'avoir un pouvoir d'achat qui soit correct actuellement. Quand le système de retraite actuel a été créé, c'était en 1945, c'est en même temps que la création de la sécurité sociale, le taux de prélèvement était de 8% sur le total du salaire. Donc tout le monde connaît son salaire brut, c'est celui qui est en haut de sa fiche de paye. Il y a le salaire net en bas, au milieu, et ensuite en dessous, il y a le salaire net après impôt. Donc ça, c'est vraiment ce qui vous reste en termes de pouvoir d'achat.
Et en fait, ce que vous voyez pas, c'est qu'il y a la part employeur, donc ce que l'employeur paye entre les deux en termes de cotisation, taxes, impôts, peu importe. La vérité, c'est que c'est que de l'impôt. On peut appeler ça une taxe, une cotisation, ou peu importe, c'est de l'impôt. Ce qui fait qu'en fait, le total actuel de prélèvement qui est fait, c'est 47%. 47%, c'est énorme. Entre ce que votre employeur paye et ce que vous avez dans votre poche, en moyenne, si on se base sur le salaire médian en France qui est de 2700 € brut, il y a 47% qui sont prélevés. Vous avez que 53% de ce que votre employeur dépense pour vous. C'est dingue. Et ça a aussi un autre impact, c'est que ça empêche les entrepreneurs, les sociétés d'embaucher plus de gens. Ouais. En fait, c'est une sorte de cercle vicieux. C'est un vrai problème aujourd'hui. Parce que quand vous devez payer quelqu'un pour qu'il ait 2000 € net dans sa poche à la fin du mois, à l'employeur, ça lui coûte 3700 €. Comment... c'est pas possible au final. Donc c'est normal que le taux de chômage ne diminue pas en France avec le poids qui est à la fois porté par les sociétés et à la fois par les travailleurs. On est clairement dans un système, en tout cas, qui ne nous aide pas, qui ne nous tire pas vers le haut, d'où l'importance de faire ce genre d'entretien, justement, pour essayer d'éveiller les consciences et d'avoir une réelle éducation financière. Pour moi, ça reste un sujet primordial. Et vous nous avez dit tout à l'heure que vous avez un plan pour votre retraite. Intéressant. C'est parce que vous ne faites pas confiance à l'État pour garantir justement cette retraite ? Et c'est ça, tout le point est là, c'est que la retraite est garantie par l'État. Et en fait, l'État, on se rend compte qu'actuellement, il finance une partie des retraites grâce à de la dette. Donc on est mal barré. C'est-à-dire que les retraites actuelles sont payées par de l'argent qu'on n'a pas. À quel moment, donc moi j'ai 36 ans, à quel moment quand j'aurai 65 ans, je pourrais partir en retraite avec de l'argent que l'État n'a pas? Concrètement, si vous êtes vraiment honnête avec vous et avec nous, est-ce que vous pensez vraiment que vous aurez une retraite à 65 ans ? Je pense pas. Pour moi, le vrai sujet, c'est que l'argent ne travaille pas du tout. C'est-à-dire que ce qu'on me prend dans ma poche, moi, tous les mois, ou dans celle de mon employeur, on le redonne immédiatement à un retraité. Ouais. L'argent n'a pas eu le temps de faire des petits. Donc, si l'argent n'a pas le temps de travailler, le système ne peut pas s'améliorer. La seule manière technique pour que le système s'améliore, c'est si, d'un coup, tout le monde se mettait à faire des enfants. Oui, chose qui n'est pas forcément... c'est pas la tendance qui est en cours. C'est pas la tendance en cours. Moi, ce dont j'ai le plus peur, c'est qu'on ait une génération de retraités pauvres. C'est ça. Toute une génération qui soit pauvre en même temps. Et alors vous, Vincent, comment vous préparez votre retraite et comment nous, on peut s'en inspirer ? La première étape, c'est de prendre conscience de la nécessité d'investir. C'est de se dire, mince, ça pue un petit peu pour la retraite. Mes livrets, ça me rapporte pas assez. J'ai trop d'argent qui dort sur mon compte courant. Il faut commencer à investir. J'ai déjà acheté un petit peu d'immobilier, du coup, il faut aussi diversifier à l'autre part. Ça, c'est la première étape. Et une fois qu'on a passé cette étape-là, il y a deux questions qui se posent. Comment on fait ? Et dans quoi j'investis ? C'est ça. Et donc, c'est ces deux questions-là qu'on a choisi de tuer en fait avec Trade Republic, en proposant des produits qui soient suffisamment simples pour qu'on n'ait pas besoin d'avoir un master en finance pour commencer à investir. Et donc, c'est ce qu'on a appelé les plans d'épargne ou plans d'investissement programmés, ça porte, peu importe le nom. Ça permet de définir en 3 clics, 1, quel est le montant que vous souhaitez investir, 2, à quelle fréquence, et 3, sur quel actif. Donc c'est vraiment 3 clics. Mettez le montant, vous dites c'est soit chaque semaine, soit chaque mois, soit chaque trimestre, peu importe, c'est comme vous voulez. Et ensuite, sur quoi je veux que ça soit investi. J'ai quand même l'impression que cette notion d'investissement, elle se développe aussi pas mal en France. En France, il y a un boom, notamment grâce à un produit financier qui existe déjà depuis pas mal de temps, notamment aux États-Unis, mais qui est arrivé en Europe il y a une dizaine d'années et qui, lui, est très simple. Lequel ? C'est ce qu'on appelle les ETF. Oui. Donc, c'est les paniers d'actions. Et en fait, c'est basé sur un concept simple. Avant, pour les gens aisés ou pour les gens qui
déléguer la gestion de leur argent à d'autres personnes, donc il faut déjà être un minimum aisé, vous aviez ce qu'on appelle des fonds d'investissement. Donc les fonds d'investissement, c'est des gens en costume cravate avec des boutons de manchette qui analysent les marchés financiers et qui disent moi dans mon fonds je vais mettre ça, je vais mettre ça, je vais mettre ça et je vais essayer de faire mieux que le CAC 40. Et je te prends 1% de frais de gestion tous les ans. Donc je te prends 1% de la valeur de ce que tu as mis, peu importe ce qui se passe. Déjà c'est beaucoup. Les ETF, eux, sont arrivés avec un constat simple. Ils se sont dit, non mais attendez, au final c'est quand même très très dur de faire mieux que le marché. Tu peux analyser toutes les valeurs que tu veux, personne n'est devin. Nous, on va créer des produits. Donc, quand je dis nous, c'est les créateurs des ETF. On va créer des produits qui permettent juste d'avoir ce que fait le marché. Donc, par exemple, on va créer un ETF CAC 40 qui va investir dans le CAC 40. Et du coup, vous allez avoir la performance du CAC 40. Pas plus, pas moins. Et ça, du coup, ça ne demande pas d'avoir 50 analystes, 3 gérants de fonds et 1 million de services derrière. C'est plus ou moins automatisé, c'est un indice, on le duplique. Au-delà du fait d'investir, comment on fait pour savoir si on investit bien son argent ? Ça, c'est une vraie question. Quelles sont, je dirais, les datas à surveiller pour être sûr qu'on ne fait pas n'importe quoi ? Déjà, il faut se poser la question de pourquoi j'investis. Si vous investissez, par exemple, pour financer un gros voyage en famille qui aura lieu dans 5 ans, vous n'allez pas faire du tout la même chose que si vous investissez pour préparer votre retraite qui arrivera dans 30 ans. C'est vrai. Si c'est pour la retraite qui arrive dans 30 ans, moi, je regarde même pas les actualités. Je suis même pas la bourse. La bourse, sur les 120 dernières années, en moyenne, ça a été 8%. Sur les 120 dernières années, il y a eu 2 guerres mondiales, il y a eu des conflits dans tous les sens, il y a eu des nouvelles monnaies, et ça a fait quand même 8% en moyenne. Alors, c'est une moyenne. Il y a des années, ça fait plus 30, d'autres années, ça fait moins 30, et ainsi de suite. Il y a eu les crises 2008, et ainsi de suite. Donc, vraiment, si c'est sur du long terme, moi, je regarde pas, en fait. Je définis un plan au démarrage d'un portefeuille diversifié. J'automatise l'investissement, qui se fait tout seul, et ensuite, j'arrête de regarder. À la rigueur, ce qu'on peut faire, c'est regarder une fois tous les ans ou tous les 2 ans comment est constitué le portefeuille et le rééquilibrer. Par exemple, si vous aviez investi dans quelques boîtes de tech qui ont déjà fait plus de 100% et qui, du coup, avant représentaient, 10% de votre portefeuille, et comme elles ont bien marché, maintenant elles représentent 40%, c'est peut-être un petit peu trop risqué. Et du coup, là, on rééquilibre. On revend une partie et on réinvestit dans autre chose. Puis c'est bien ça, aussi. on peut faire. C'est bien parce que, du coup, on a quand même une traçabilité, on essaie de s'éduquer, de s'améliorer aussi dans ce domaine et pas juste laisser les investissements vivre. Dans tous les cas, l'investissement, c'est un chemin. Moi, je le vois quand je regarde ce que font mes clients d'une manière générale. Il y a une grosse différence entre ce qu'ils font la première fois où ils ouvrent le compte et ce qu'ils font 2 ans après. Bah ouais, j'imagine. Généralement, les gens ouvrent leur compte. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que chez nous, c'est 70% de nos clients qui ont déclaré au moment de l'ouverture de compte ne jamais avoir acheté ni une action ni un ETF avant d'ouvrir le compte. D'accord. Donc, on est sur ce qu'on appelle des néo-investisseurs. C'est des gens qui, typiquement, ont compris qu'ils devaient investir et qui sont arrivés avec les questions de comment je fais et dans quoi j'investis. Et ce qu'ils font, généralement, c'est des plans d'épargne sur un ETF très large, généralement un ETF monde. Ça, c'est ce que fait la majorité des gens au démarrage. Si on regarde maintenant ces mêmes clients 2 ans après, le portefeuille a un tout petit peu évolué. C'est-à-dire qu'on voit des gens arriver après avec des ETF qui sont, par exemple, des ETF marchés émergents, qui vont aller investir sur des pays émergents, parce que dans un ETF monde, il n'y a pas de pays émergents dedans. Et ensuite, une année plus tard, on voit que ces gens ont investi dans 1 ou 2 actions en plus en direct. Parce qu'ils sont plus à l'aise avec leur portefeuille, parce qu'ils ont augmenté leur niveau de compétence, et parce qu'ils ont aussi envie d'investir un peu par conviction, de se dire, tiens, moi, je sais pas, peu importe, le truc qu'il fallait bien sentir l'année dernière, c'était l'argent, par exemple. Donc, il y a des gens, ils ont acheté des ETF argent ou de métaux précieux, ou peu importe. Mais derrière, ils vont tenter des choses sur de la conviction, toujours en gardant un cœur de portefeuille qui est ultra diversifié. Donc, c'est vraiment un chemin, et surtout, c'est un chemin qui devient collectif. C'est-à-dire que le truc qu'il n'y avait pas il y a 5-10 ans, c'est les gens qui parlent en soirée avec leurs potes ou le dimanche midi au repas de famille de « dans quoi t'investis, toi ?» Ça, c'est vraiment le marqueur, moi, qui m'a fait
qui m'a fait me rendre compte qu'il se passe vraiment un truc de dingue. En fait. C'est ça, au-delà du cheminement et de l'évolution que vous décrivez, c'est vraiment un changement de mentalité, un vrai shift qui est hyper important. Ce que vous nous dites aussi, Vincent, c'est que si on investit à long terme, donc 10, 20, 30 ans, on diminue grandement le risque. Oui. Et ça, c'est pas uniquement moi qui le dis. Ça, vous pouvez trouver la statistique sur le site de l'autorité des marchés financiers, par exemple, qui est le gendarme de la bourse. Donc, en fait, plus vous restez longtemps investi avec un portefeuille qui est diversifié, moins le risque d'être en perte est important. Donc, plus le temps passe, plus le risque diminue, en fait. Vous constatez que les gens s'intéressent de plus en plus à l'investissement, et notamment la Gen Z. Comment vous expliquez ça ? Alors, déjà, sur les sujets d'argent, la Gen Z est complètement différente de même notre génération à nous. Totalement. C'est une génération qui veut faire par soi-même. Elle veut tout comprendre. Et ce qui est très, très bien. Donc, c'est une génération qui a assez peu confiance dans les institutions. Oui. C'est une génération qui a envie de comprendre pour faire. C'est une génération aussi, on le voit bien sur le sujet du travail, qui aime beaucoup plus être indépendant, consultant, que d'être salarié dans une entreprise. Donc, c'est... Voilà, tous les codes et toutes les cartes ont un peu été rebalayées avec cette génération-là. Sur le côté négatif, c'est que c'est une génération aussi qui a été un peu sacrifiée avec la période du Covid. Quand vous aviez entre 18 et 20 ans et que vous avez passé une année cloîtré chez vous plutôt que de sortir avec vos amis, je pense que ça change aussi quelque chose dans votre état d'esprit. Donc c'est une génération qui n'a pas eu forcément... en tout cas, il y a des gens pour qui leurs meilleures années, leurs plus belles années ont été un petit peu gâchées par cette pandémie mondiale. Mais au contraire de ça, c'est que c'est une génération qui a connu quelque chose de tout à fait nouveau à l'époque, qui est les crypto-monnaies. Ouais. Et en fait, cette génération est arrivée dans l'investissement via les crypto-monnaies et pas du tout par la finance traditionnelle. C'est là que s'est fait la bascule, en fait. C'est là que s'est fait la bascule. C'est ce qui a permis de faire comprendre à ces jeunes-là que, j'achète une crypto-monnaie, comme si j'achetais une action, j'attends un peu de temps, et en fait, elle vaut plus cher, je peux la revendre, et j'ai empoché la différence. Aujourd'hui, ils sont Concept beaucoup plus à simple. l'aise dans l'investissement d'une manière générale ? Grâce aux crypto-monnaies, Grâce aux bien cryptos. sûr. Ouais. Bien sûr. Complètement. Ça a amené massivement des gens à l'investissement, des jeunes, qui maintenant, en partie, reviennent aussi sur de la finance traditionnelle, pour notamment sécuriser un peu, parce que c'est beaucoup moins ce qu'on appelle volatile, donc c'est-à-dire que ça varie beaucoup moins sur les marchés traditionnels que sur les crypto-monnaies. Donc c'est un truc qui a fait vachement de bien à cette génération-là, ouais, complètement. Et je trouve aussi que la notion de risque est totalement différente avec cette génération Gen Z, parce que, disons-le, même en entreprise, ils n'hésitent pas à démissionner sans donner de préavis. Ouais, mais c'est bien, parce que c'est justement des gens qui aiment prendre du risque. Exactement. C'est ce qui manque un petit peu quand même, je trouve, dans notre pays. Ouais. Et, Des gens audacieux. et même le fait de bosser en tant qu'indépendant, au final, c'est reprendre le contrôle de ces charges qu'on vous prenez quand vous étiez salarié. C'est-à-dire que quand vous êtes indépendant, c'est à vous de gérer vous-même votre mise de côté pour le chômage, c'est à vous de cotiser vous-même pour la partie retraite. Donc c'est vraiment contrôler Ouais. On vous donne le sac plus gros et c'est à vous de faire les petits sacs et de les ranger correctement dans les bonnes cases. Et donc en termes d'apprentissage, c'est incroyable aussi. Vous, Vincent, est-ce que vous avez des Gen Z dans vos équipes de Trade Republic, et comment ça se passe avec eux ? Moi, j'ai déjà des clients Gen Z. La moyenne d'âge chez Trade Republic pour nos clients, c'est 32 ans. Donc, je pense qu'on est l'une des banques avec la clientèle la plus jeune d'Europe. C'est génial. C'est trop bien. Avec les données dont vous disposez, est-ce que vous pouvez nous dire où la majorité des gens investissent aujourd'hui ? Chez nous, c'est 50% en actions, 50% en ETF à peu près. Ah, ok. Je compte pas tous les... On pourrait compter le Bitcoin, les crypto-monnaies, on pourrait compter les obligations aussi, mais si on parle que de la partie marché financier dans le sens action, c'est moitié action, moitié ETF. Donc ça se vaut, en réalité. 50-50. Oui. Ok. Vincent, une question très importante. L'argent qu'on a sur notre compte en banque, à qui il appartient réellement ? Alors, c'est tout le métier d'une banque de sécuriser l'argent des gens. Le principe d'une banque, c'est ça. Et en plus de faire des crédits.
L'intérêt, c'est de pas avoir besoin d'avoir une valise de cash sous son matelas. L'intérêt de la banque, c'est de conserver l'argent pour vous. Donc il appartient à la banque ? Il appartient au client. La banque vous le doit. Tout ce qui est dans vos livres, donc voilà, c'est comme une entreprise, une banque. Enfin, c'est une entreprise. Il y a un livre, donc vous devez l'argent à vos clients. La vérité, c'est qu'il y a beaucoup plus d'argent numérique sur les comptes que de billets en circulation. Donc, si évidemment l'ensemble des gens, le même jour, voulaient retirer l'ensemble de leur compte en billets, ça ne marche pas. Moi, je vous pose cette question, pourquoi ? Parce qu'on entend beaucoup de choses, notamment en période de crise, dire que l'État pourrait venir se servir sur notre compte. Et j'aimerais savoir, Vincent, est-ce que ça, c'est vrai ? Non, c'est pas vrai. En fait, l'État peut venir bloquer les retraits que vous pourriez avoir envie de faire sur vos contrats d'assurance vie si vous en avez. Okay. Ça, c'est quelque chose qui a été introduit par une loi qui s'appelle la loi Sapin 2, qui permet à l'État en fait de fermer le robinet si les gens d'un coup voulaient tous retirer l'argent de leur contrat d'assurance vie. Parce que l'assurance vie, c'est le premier placement des Français, à tort, mais c'est le premier placement des Français quand même. Donc l'État peut intervenir pour bloquer, fermer le robinet en cas des assurances vie. Tout à fait exceptionnel, oui. Mais elle ne peut pas venir prendre sur votre compte courant directement de l'argent, sauf si vous avez une dette envers l'État. Vous n'avez pas payé vos amendes, vous n'avez pas payé vos impôts. L'État peut faire ce qu'on appelle une saisie administrative et donc dire à votre banque, vous bloquez l'argent que votre client me doit et vous me la renvoyez. Ça, c'est possible. À partir de quel montant un virement bancaire devient-il suspect ? Ça dépend de votre situation. Si vous avez 10 millions d'euros sur votre compte, si vous avez un patrimoine de 10 millions d'euros et ainsi de suite, que vous faites un virement de 500 000 euros, il n'y a pas de problème. Si votre salaire, c'est 2 000 euros par mois et que vous avez déclaré un patrimoine de 50 000 euros, par exemple, et qu'il y a un virement qui arrive sur votre compte de 700 000 euros, il y a un problème. C'est toujours une question de cohérence. En fait, les banques ont un devoir de vigilance vis-à-vis de la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme. Donc toutes les banques, ont des sortes d'algorithmes qui vont identifier des comportements qu'on pourrait appeler suspects. Et donc, quand il y a un comportement, quand il y a une alerte qui se déclenche... Quand il y a une alerte qui se déclenche, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, on interroge le client pour lui demander comment il justifie cette opération, par exemple. C'est quoi, par un coup de fil ? Par un coup de fil, un email, une notification, peu importe. Il y a des banques qui vont appeler, il y a des banques qui vont envoyer des mails. Nous, on envoie des notifications dans l'application parce qu'on préfère que ça reste sécurisé sur notre environnement. Et on pose la question. Et en fonction de la réponse, il peut se passer plusieurs choses. Le compte peut être bloqué. Okay. Le compte peut être débloqué si c'est une bonne raison. Généralement, c'est des bonnes raisons. C'est ah oui, j'ai reçu un héritage. Voici le document du notaire qui prouve l'héritage. Ok, c'est bon, pas de problème. Qu'est-ce qui allume les radars ? Quelle erreur on fait et qui pourrait déclencher automatiquement une alerte TracFin ? Ça, je peux pas trop aller dans le détail parce que c'est du secret industriel. Donc chaque banque vraiment a un algorithme avec des comportements. Il y a des guides qui sont donnés aussi par les institutions qui contrôlent les banques. Et évidemment que je vais pas vous donner d'indices pour vous permettre de contourner les règles. Ça serait très très peu professionnel et surtout très illégal de ma part de donner des indices. Non. Je peux pas. On continue. Alors j'imagine que vous avez toutes sortes d'histoires avec vos clients. J'aimerais savoir s'il y a une anecdote en particulier que vous avez eue avec des clients sur leur compte bancaire. Moi, il y en a une qui me vient en tête. Trade Republic, on s'est lancé en France en 2021. Et comme toute institution financière, une fois qu'on est régulé dans un pays, on peut opérer dans les autres pays de l'Union européenne. C'est ce qu'on appelle le passeport européen. Donc, on opérait depuis l'Allemagne, depuis 2021. Et en 2025, j'ai ouvert une succursale en France, avec des employés en France, des bureaux en France et ainsi de suite. Ce qui a notamment permis à nos clients d'avoir le compte Trade Republic qui soit un compte français. Donc avec un IBAN français et pas un compte allemand. Et donc, on a proposé à nos clients de migrer vers le compte français. Et quel fut mon étonnement de voir sur certains réseaux sociaux plein de gens refuser et être contre cette migration
Pourquoi ? Car ils préféraient avoir l'argent qui soit en Allemagne plutôt qu'en France, justement de peur que l'État français se serve sur les comptes en France, bien que ça ne soit pas possible en l'état actuel du droit. D'accord, donc ils ont mais pensé contourner en fait. Ils n'ont pas Le pensé système contourner, français. ils ont pensé plutôt garder l'argent en dehors de France plutôt que de le ramener en France. Et c'était très étonnant pour moi parce que le fait d'avoir un compte français, un IBAN, ça apporte quand même beaucoup plus d'avantages aux gens, notamment le fait qu'ils ne doivent pas le déclarer à l'administration fiscale en tant que compte à l'étranger et ainsi de suite. C'est beaucoup plus simple, les procédures de déclaration sont automatisées et ainsi de suite. Mais j'ai quand même un petit noyau de gens, sur X pour pas le citer, qui ont dit non, moi je reste en Allemagne avec l'IBAN allemand, je pense que c'est plus safe. Alors que c'est pas le cas. C'est le même niveau de garantie et ainsi de suite. Mais Bon, clairement, voilà, on ne peut pas anecdote. se cacher au fisc en ayant un IBAN allemand. Clairement pas, non. Non. Et dans tous les cas, vous avez une obligation de déclaration, donc l'idée c'est jamais de se cacher non plus. C'est Même clair. si je pense que tous on trouve qu'on paye un peu trop de taxes, mais Et du coup, vous avez d'autres anecdotes dans ce style ? pas vraiment une anecdote, mais quelque chose qui m'a surpris. En tout cas, j'ai appris quelque chose de nouveau. Quand on a lancé le fait de rémunérer les intérêts sur le compte courant, donc on a lancé ça en 2022 avec une idée claire qui est que les intérêts qui sont générés par l'argent des gens, donc en fait une banque ce qu'elle fait c'est qu'elle prend l'argent des gens et elle le place à la BCE tous les soirs parce que c'est une obligation que les banques ont vis-à-vis du système monétaire européen et elle récupère des intérêts de la Banque centrale européenne. Donc une banque fait ça avec l'argent qu'elle n'utilise pas pour financer par exemple des crédits aux autres clients. Il n'y a pas d'argent qui dort, l'argent travaille toujours. La vraie question c'est de savoir pour qui elle travaille. Donc on a lancé le paiement des intérêts sur les comptes courants en 2022 et avec l'idée simple c'est de dire c'est l'argent de nos clients donc c'est leurs intérêts. Donc on leur redonne l'ensemble des intérêts et c'est sans condition. Voilà, donc tout le monde touche des intérêts sur son compte courant. Et là, on s'est pris une petite vague de clients tout à fait mécontents de recevoir des intérêts sur le compte courant. Donc j'ai un peu creusé et il s'est avéré que c'était pour des raisons religieuses. Pour une des 3 religions monothéistes, ce n'est pas autorisé de recevoir de l'argent, des intérêts sur de l'argent qui dort. Oui, pour les musulmans notamment. Exactement. Et c'est quelque chose que je ne savais pas, c'est quelque chose qu'on a appris collectivement. Et du coup, en urgence, on a travaillé un système pour désactiver le versement des intérêts à souhait. En tout cas, c'était tout à fait nouveau pour moi, donc j'ai appris encore quelque chose, encore une journée où j'ai appris quelque chose, c'est chouette. En fait, vous avez développé une option spéciale pour vos clients musulmans. Pour leur permettre de dire « je ne veux pas recevoir d'intérêt », en effet. Ce qui est un peu contre-intuitif, pour une personne comme moi en tout cas, mais voilà, tout à fait intéressant. Vous vous adaptez super bien en tout cas. On n'a pas le choix, il faut satisfaire nos clients. Et vous dites que l'argent qui est sur notre compte courant est placé tous les soirs à la BCE pour le faire travailler ? Oui. J'ai jamais entendu ça moi. C'est la Banque centrale européenne, donc pour que l'ensemble du système monétaire européen fonctionne, les banques doivent placer leurs liquidités auprès de la Banque centrale, qui les prête aux autres banques qui ont besoin de liquidités pour faire des crédits, par exemple, et ainsi de suite. Donc c'est une bourse de l'argent des banques. D'accord. Et donc il y a des intérêts qui sont versés. Comme je vous dis, l'argent travaille en permanence. Ouais, c'est et ça. Ça dépend pour qui. Ouais. Quand vous dites que l'argent travaille en permanence, je comprends mieux, effectivement. Ça ne dort jamais. Jamais. On va parler d'autre chose, un sujet hyper important puisque les arnaques bancaires explosent ces dernières années. Ouais. Tout le monde connaît quelqu'un dans son entourage qui s'est déjà fait arnaquer. Quelles sont les arnaques les plus courantes et comment s'en prémunir ? C'est un fléau quand même. C'est horrible parce que c'est quelque chose qui peut ruiner une vie quand même. Ah oui. Quand on parle... moi j'ai vu des exemples de personnes, pas chez Trade Republic, mais sur les réseaux sociaux, qui se sont fait arnaquer de 150 000, 200 000 euros et qui correspondaient sensiblement à 30 ans d'épargne. Donc, l'épargne de toute une vie. De toute une vie, donc c'est vraiment un fléau. Les arnaqueurs sont malheureusement des personnes qui innovent dans leur technique. Il y a plusieurs techniques qui sont assez basiques, qui peuvent être soit informatiques, sur le fait de cliquer sur un lien, sur une fausse publicité par exemple. Et ça, comment le contrer ? En fait,
D'une manière générale, les banques s'adaptent. Et c'est pour ça que maintenant, vous ne pouvez quasiment plus interagir avec votre conseiller par email directement, mais ça doit passer par la messagerie sécurisée sur votre espace client, ou ça doit passer dans l'app, parce qu'en fait, la seule chose que les banques maîtrisent, c'est leur système à eux. Et du coup, elles demandent aux gens de venir dans leur système pour pouvoir échanger avec eux. Donc, c'est la première leçon, c'est que généralement, quand vous recevez un appel de quelqu'un sous le coup de la pression qui vous demande de faire des opérations sur le coup de l'émotion, c'est généralement une arnaque. Quand vous recevez des SMS qui vous demandent de cliquer sur des liens, c'est généralement des arnaques aussi. Donc toujours, ne jamais faire des actions sur son compte bancaire sur le coup de l'émotion. 2, toujours vérifier si on est bien dans l'espace de sa banque. Donc si on est bien sur l'application bancaire de sa banque, si on est bien sur le site bancaire de sa banque. Et pas sur un faux site, un site miroir ou quelque chose comme ça. D'accord. Il y en a un deuxième aussi, c'est les fausses publicités sur les réseaux sociaux. Et là, je pense que les plateformes portent en partie la responsabilité de laisser passer des publicités qui sont créées par des sociétés ou des gens qui sont clairement des arnaqueurs, mais qui utilisent les logos de banques bien connues pour avoir de l'attention, en fait, et qui ensuite vont prendre des données personnelles des gens pour les utiliser contre eux. Vous savez, la personne qui vous appelle et qui connaît déjà votre nom, déjà vos numéros de carte bancaire, déjà la fin de votre IBAN et qui se fait passer pour un de vos conseillers, voilà, c'est cette personne-là qui va vous demander qui va vous faire croire que votre compte est en train d'être hacké, qui va vous demander de faire un virement pour sécuriser votre argent, mais en fait, c'est cette personne-là qui est en train de vous hacker. Donc la règle à retenir, hyper importante, c'est de ne jamais communiquer par téléphone avec un soi-disant conseiller, cliquer sur un lien externe, mais vraiment essayer de tout faire, tout centraliser via le compte qu'on a de la banque et le back-office. Toujours en messagerie. Méfier des sollicitations qui arrivent. C'est-à-dire que si vous recevez un appel d'un conseiller, il faut se méfier. Il n'y a pas de problème quand c'est vous qui appelez votre conseiller parce que vous avez le numéro et ainsi de suite. Mais quand c'est quelqu'un qui vous appelle pour vous proposer quelque chose, c'est un problème. Deuxièmement, comment détecter une arnaque sur les réseaux sociaux ? Généralement, les arnaqueurs mettent des taux de rendement ultra attractifs pour que les gens y mettent un intérêt. La vérité, c'est que 5%, 8%, 9% sans risque, ça n'existe pas. Si vous voyez quelque chose marqué sans risque et un taux de rendement élevé, c'est probablement une arnaque. Donc, il faut vraiment se méfier de ça. Le sans risque, c'est ce que vous voyez sur vos livrets bancaires. Donc, c'est 2%, 3% maximum. Ça, c'est sans risque. Tout ce qui est au-delà de 3%, il y a une part de risque. Donc, une pub qui dit 7% sans risque, ça n'existe pas. Quelles sont les dépenses inutiles qui plombent notre budget ? En fait, c'est quand on fait mal son budget. C'est-à-dire que quand vous démarrez votre budget, vous démarrez par vos dépenses contraintes. Parfois, il y en a que vous considérez comme contraintes, mais qui ne sont pas des dépenses contraintes. Que vous ne voyez pas, parce que c'est des systèmes d'abonnement, parce que c'est du paiement en 10 fois sans frais que vous n'avez pas vu. La première fois qu'on fait son budget, c'est là où on s'en rend compte. Parce que c'est là où on prend son compte bancaire, qu'on regarde l'historique sur les 30 derniers jours ou sur le mois d'avant, et au final, on liste et on pointe et on dit ça, c'est dépenses contraintes, ça, c'est dépenses boîte à plaisir, ça, c'est préparer l'avenir et ainsi de suite. Et c'est là-dessus, c'est sur base de ce fichier-là qu'on va se dire tiens, ça, c'est inutile. Est-ce que c'est vraiment utile ou pas ? Parce qu'il y a des choses qui peuvent paraître inutiles à quelqu'un, mais qui sont vraiment utiles pour quelqu'un d'autre. Parce qu'en fait, si c'est une dépense qui vous permet d'être serein dans votre tête pendant 30 jours, il faut y aller, il n'y a pas de problème. Mais il y a des gens qui ne vont pas avoir besoin. Donc ça, c'est vraiment très, très personnel. Et c'est un exercice aussi, le budget qu'on peut faire avec un pote, avec son partenaire. Enfin voilà, c'est pas forcément. Vous pensez que c'est quelque chose à faire avec son pote ? Quand on est en couple ou marié, c'est quelque chose, je pense sincèrement, qu'il faut faire en couple. Oui, ne serait-ce que pour que les deux se rendent compte en fait de la situation dans laquelle le foyer se trouve. Mais entre amis, je sais pas, j'ai l'impression que des quand fois, on il y a est une mauvaise célibataire, influence. ça peut être en effet pesant mentalement de se dire un dimanche soir, tiens, je vais commencer à éplucher les comptes, je vais faire mon fichier. C'est pas forcément, c'est facile, mais c'est pas forcément ultra agréable de le faire. Pourquoi pas le faire avec un pote en fait. Ouais, je vois ce que vous voulez dire, ok. Je pense que les langues maintenant se délient, le tabou de l'argent est en train de se lever gentiment. Les gens peuvent parler des revenus comme des dépenses beaucoup plus de façon beaucoup plus simple et libérée. Donc ouais,
si on peut rendre ça un peu ludique. Et après, ce qu'il faut voir aussi, c'est que les banques se sont beaucoup adaptées. Même n'importe quelle banque traditionnelle, ancienne, propose sur les applications, sur les sites, de préparer le budget pour vous. Où elle analyse toutes vos dépenses sur les 6 derniers mois, elle vous les catégorise. Vous avez le beau camembert qui vous dit là où votre argent est parti, en fait. Donc voilà, la technologie, elle aide aussi là-dessus. Oui, c'est bien, c'est très visuel aussi. Donc on s'en rend forcément. Moi, j'ai vu des gens qui téléchargeaient leur relevé de compte sur leur ordinateur et qui mettaient ça dans ChatGPT et qui leur disaient alors, fais-moi la répartition. Dis-moi comment j'ai dépensé mon argent sur les 6 derniers mois. C'est une bonne façon d'utiliser du coup ChatGPT. Ça marche comme ça. On peut l'utiliser pour dire, selon toi, c'est quoi un portefeuille diversifié ? Donne-moi les grandes lignes. Ça fonctionne. J'allais proposer quelque chose, mais je ne sais pas si ça rentre dans les dépenses inutiles. Pour rendre l'exercice un peu plus plaisant, de faire son budget et ses dépenses avec un ami, par exemple, autour d'un apéro. Toujours. Dépenses inutiles ou pas ? L'apéro ? Ouais. Jamais. On est d'accord. L'alcool à consommer avec modération, bien évidemment. Ah oui, mais on peut prendre des mocktails, hein. On peut prendre des mocktails. C'est même meilleur. J'ai appris en préparant cet entretien que vous analysez votre budget chaque mois avec votre épouse. Oui. Est-ce que c'est vrai ça ? Et si c'est vrai, comment ça se passe concrètement ? Eh bien, là, ça se passe concrètement par une heure bloquée dans l'agenda. Généralement, c'est les dimanches pendant la sieste des enfants. Donc un moment où on peut être un peu tranquille. Et donc c'est un dimanche par mois où on regarde les dépenses du mois dernier. On se détermine si on a bien géré ou mal géré. Et on ajuste les budgets. Donc, c'est une bonne habitude. Qu'est-ce que ça vous a appris et qu'est-ce que ça vous a apporté surtout de faire ça ? Ce que ça m'a appris, c'est que c'était pas constant. C'est-à-dire que évidemment, dans l'année, il y a des mois où on va aller plus au resto que d'autres. Généralement, on fait quand même un petit peu plus de terrasse l'été que l'hiver. Donc en fait, les postes de dépenses, ils sont pas équivalents d'un mois à l'autre. Par contre, ce qui est sensiblement équivalent dans les foyers, c'est les revenus. Hormis les 13e mois, les primes, mais qui sont censés rentrer dans les 20%. Mais en tout cas, la partie revenus, le salaire, généralement, pour les gens, est assez fixe. Donc, c'est de savoir bien faire évoluer les catégories, tout en conservant en tête que l'ensemble des catégories, ça ne doit pas dépasser un certain montant. Donc ça, c'est mon premier apprentissage. C'est pas un moment très très fun, mais ah oui, en parce fait, que vous n'avez pas mis les mocktails avec, c'est pour ça. Non, en fait, ça devient fun à partir du moment où on attaque les vins et qu'on commence à prendre la pocket préparation des vacances de l'année prochaine, où on se dit bon bah voilà, bah tiens, on peut mettre. Soit on se dit on met autant et du coup on se prive sur autre chose de côté, et du coup si on se dit bah voilà, on met 100 € tous les mois. Chacun, ça veut dire qu'il y a 2400 € dans un an de disponible pour les vacances. Ça permet du coup aussi de commencer à se projeter, là où on peut partir en vacances, là où on a envie. Donc ça rend l'exercice un peu sympa. Et vous épluchez absolument tout parce que, vous savez, ça peut faire peur pour certaines personnes. Tout parce qu'en fait, le truc qui peut venir casser complètement un budget, c'est quoi ? C'est les petites dépenses de 2 €, 3 €, mais que vous avez tous les jours. Ou, qu'on minimise. Qu'on minimise complètement, mais sauf qu'en fait, quand on fait la somme de tout ça, on peut arriver à 150, 200, 300, 400 €. Et la vérité, c'est que, c'est que 200 €, en fait, ça peut être une semaine de vacances quelque part. Donc, il faut pas minimiser les dépenses. Ouais, c'est vrai. En tout cas, je trouve que c'est une bonne habitude à prendre effectivement avec son ou sa partenaire et peut-être rendre le truc un peu plus fun pour que ce soit moins lourd. Ça peut se faire en musique. Une fois par mois, pour vous, c'est un bon rythme. Une fois par mois, 1 heure. La première fois, ça demande un petit peu plus de temps parce qu'il faut trouver son mode d'organisation. Parce qu'on peut le faire soit avec des outils, il y a des applications qui peuvent être payantes qui vous aident à faire ça. Vous pouvez simplement avoir une feuille. Vous pouvez utiliser l'application de votre banque. Moi, j'ai choisi le format fichier Excel. Voilà, où j'ai mon petit fichier qui lit. Du coup, derrière ça, j'ai réussi à automatiser mes petits calculs. Et vous pouvez en télécharger. Vous pouvez demander à ChatGPT de vous aider à organiser votre budget aussi. Donc voilà, chacun de trouver un peu le format qui lui correspond. Et une fois que ça s'est mis en place, en fait, la revue mensuelle, elle est assez courte. Et en vrai, quand on y pense, finalement, quand vos enfants grandiront un peu et auront conscience de tout ça, ils vous verront faire. Et c'est la première pierre, finalement, de l'éducation financière. Oui. C'est de voir ses parents gérer leur budget. Et d'un point de vue éducation aussi, ça aide aussi à savoir dire non à ses enfants.
Parce que les enfants, ils jouent quand même sur nos émotions. Ah oui, beaucoup. Et on a beaucoup de mal à dire non à ses enfants. Sauf que là, quand on a une bonne raison de dire non, parce qu'on a un contrôle sur son budget et ainsi de suite, et que voilà, on a décidé que c'était pas forcément utile et qu'il pourrait s'en passer une fois de temps en temps, ça nous aide aussi à dire non à nos enfants. Et je pense que c'est une bonne idée parfois de dire non à ses enfants. Alors, il y a une grande mode actuellement chez les influenceurs en finance. Ils disent tous que ce n'est pas une bonne idée d'investir dans une résidence principale. J'aimerais savoir ce que vous en dites. Acheter un bien immobilier pour vivre dedans ? Oui. Moi, je pense que c'est une bonne idée. Ah, Alors, plein de gens vont vous sortir des calculs mathématiques pour vous prouver qu'il y a potentiellement mieux à faire. C'est vrai. Il y a toujours mieux, il y aura forcément une opportunité ou quelque chose. Peut-être qu'en effet, qu'en louant la résidence ou en louant plus petit et ainsi de suite, très bien. Moi, je l'aborde sous un autre prisme, sous un autre angle, qui est l'angle de l'émotion. En fait, on est des humains, on n'est pas des fichiers Excel. On ressent tous des émotions, et notamment des émotions positives et des émotions négatives. Et parmi les émotions négatives, c'est la peur, c'est l'insécurité. Pas l'insécurité dans le sens violence, criminalité, l'insécurité dans le sens ne pas avoir de toit sur sa tête. Et acheter sa résidence principale pour vivre dedans, c'est s'enlever cette émotion négative, c'est s'enlever ce poids-là et de se dire j'ai un toit sur ma tête. Donc, dans ces conditions-là, émotionnellement, je pense que du coup, on est beaucoup plus fort et ça permet aussi de se concentrer sur d'autres sujets. donc acheter sa résidence principale, pour vous, c'est un grand oui. Pour moi, ça vient lever... Alors déjà, c'est un grand oui pour répondre à votre question. Et deux, ça vient lever un problème émotionnel que les gens ont, une peur. Et donc, je pense que c'est une bonne idée. Vous, à titre personnel, est-ce que vous êtes propriétaire ou locataire ? Propriétaire. Ouais. Et ça vous a enlevé ce poids ? Ben oui. Parce qu'en fait, quand vous achetez un bien, notamment votre résidence principale, vous faites le crédit. Alors, il y a évidemment le piège d'acheter une résidence principale qui soit un peu au-dessus de ses moyens. Et du coup, on se retrouve dans la situation où le poids du crédit, il ne peut pas dépasser les 30% parce que c'est le ratio imposé. Mais au final, si vos revenus baissent, ça peut facilement aller dépasser les 50%. Et les revenus peuvent baisser parce que vous perdez votre travail, vous en retrouvez un autre qui est moins bien rémunéré, vos revenus baissent. Donc, il faut savoir aussi avoir des proportions gardées dans l'acquisition de sa résidence principale. Mais donc quand vous faites un crédit, vous avez aussi une assurance de crédit qui fait que si vous décédez, malheureusement, l'ensemble du crédit est payé. Et quand vous avez une compagne, un compagnon, peu importe, et des enfants, c'est aussi quelque chose qui rassure de savoir que eux-mêmes auront un toit sur leur tête. Ah, c'était ma question, justement. Partir. Est-ce que le fait d'avoir des enfants vous a poussé à réfléchir de cette façon ? Le truc, c'est qu'on n'a plus uniquement peur pour soi, et on ne travaille plus, et on n'avance plus uniquement pour soi, mais on a cette notion de responsabilité qui nous arrive d'une manière sensiblement soudaine, même s'il y a 9 mois de grossesse pour que l'un et l'autre se préparent. Ce qui se passe après la naissance est quand même très soudain. Et très très fort d'un point de vue émotionnel. Mais alors justement, cette réponse que vous me donnez, acheter sa résidence principale, c'est un grand oui. Est-ce que c'est une réponse d'un papa ou est-ce que c'est la réponse d'un expert en finances personnelles ? C'est la réponse de quelqu'un qui est les deux. Et honnêtement, vous m'auriez posé la question avant que je sois père, je vous aurais dit oui aussi. Okay. Pas un grand oui, je vous aurais dit un oui. Parce que ma résidence principale, je l'ai achetée avant d'avoir des enfants. Donc, ce facteur-là ne change pas ma réponse. Il l'amplifie même, mais il ne le change pas. C'est l'idée de sécuriser sa famille. De se sécuriser soi-même, déjà. Cette notion de toit sur la tête. Enfin, la peur de devenir sans domicile, c'est le jour où on perd son travail, elle est quand même forte, hein. Donc, le fait d'acheter sa résidence principale, de rembourser son crédit, d'avoir des assurances derrière et ainsi de suite, ça enlève ce poids, quoi. C'est une notion vraiment basique. On l'apprend en école. Vous savez, c'est la pyramide de Maslow.
des besoins primaires des gens. Et le premier, la base de la base, c'est le besoin de sécurité. Et pour moi, acheter sa résidence principale vient combler ce besoin de sécurité. Voilà. Ok. Donc ça, c'est la réponse d'expert. Et puis, je vous ai fait la réponse de papa juste avant. Oui, mais je vous avoue que cette réponse, en tout cas, me convient davantage que tout ce qu'on peut voir aujourd'hui sur les réseaux sociaux via les influenceurs, justement, qui ont peut-être un discours un peu trop brut, un peu trop clivant. Là, on est nuancé et on comprend mieux, en fait, votre réflexion. En fait, et ça vient lever un point assez important, je pense, qui est ne pas forcément croire tout ce qu'on dit d'une manière aveugle, mais plutôt utiliser l'information comme source de contradiction permanente. D'ailleurs, moi, j'attends pas que les gens, qui sont en train de nous regarder, se disent « Tiens, il faut que j'achète ma résidence principale ». Non, c'est « Tiens, je vais me poser, je vais me renseigner, je vais faire mes calculs et au moins, j'ai plus de clés en main, j'ai des avis différents et je peux prendre une décision qui soit éclairée. Pas juste on m'a dit que c'était une mauvaise idée, du coup, je regarde même pas. » Voilà. Absolument. Alors, Vincent, en préparant cet entretien, on est allé voir un petit peu ce que les gens disent sur Trade Republic et les questions qu'ils se posent. Et honnêtement, il y avait pas mal de questions. Donc, comme j'ai le directeur France en face de moi, eh bien, je vais vous les poser de manière brute. Et bien sûr, je attends des réponses honnêtes de votre part. Est-ce que vous êtes prêts ? Oui. Première question simple, peut-on se faire virer son salaire sur Trade Republic ? Oui, c'est le compte qu'on ouvre chez Trade Republic. Quand on ouvre un compte Trade Republic, c'est un compte courant avant tout. Un compte courant et un compte titre, donc pour loger les titres dans lesquels on investit. Mais c'est un compte courant de base, donc avec un IBAN que vous pouvez donner à votre employeur pour qu'il puisse verser votre salaire dessus, ouais, complètement. Oui, parce que c'est drôle que les gens se posent cette question. En fait, c'est compréhensible parce que le compte courant, c'est quelque chose qu'on a lancé en 2025, alors qu'on est présent en France depuis 2021. Et qu'on a surtout été connu pour les plans d'épargne automatisés. Donc en fait, on est arrivé sur le marché européen via le prisme de l'investissement, qui est le cœur de notre mission, pour ensuite développer autour de ça des produits qui sont bancaires, de la banque du quotidien, qui viennent aider à l'investissement. Mais majoritairement, les gens nous connaissent encore comme une plateforme d'épargne et d'investissement. La vérité, c'est qu'on est une banque à part entière, on a une licence bancaire complète qui nous permet de tout faire. Donc oui, on a un compte courant en France et vous pouvez déposer votre salaire dessus. Et d'ailleurs, actuellement, le compte courant est rémunéré à 2% brut par an. Ce qui fait que techniquement, si jamais vous déposiez votre salaire, que vous n'y touchiez pas, c'est comme si vous avez eu 2% d'augmentation. Et si vous êtes musulman et que vous ne voulez pas de ces intérêts, c'est possible. Vous pouvez le désactiver. Si on est français mais résident à l'étranger, peut-on ouvrir un compte Trade Republic ? Ça, c'est une question qui revient beaucoup. Oui, ça dépend où vous êtes résident. C'est-à-dire que si vous êtes résident dans un des pays dans lequel Trade Republic est présent, dans ce cas-là, oui. Par exemple, vous êtes français mais vous vivez en Espagne, en Italie, au Portugal, en Allemagne ou même en Pologne, par exemple, vous pouvez ouvrir un compte Trade Republic. Il n'y a pas de problème. Par contre, si vous êtes français et que vous êtes résident aux États-Unis, par exemple, on ne peut pas. D'accord. Donc, vous pouvez ouvrir un compte si vous êtes dans en l'un Europe. des pays. Donc, Trade Republic est présent dans tous les pays de la zone euro, plus la Pologne. Très bien. Il y a pas mal de commentaires sur la qualité du service client. Alors, j'aimerais savoir ce qui se passe, Vincent, parce que le service client, c'est quand même super important. C'est super important, le service client. Le fait de pouvoir interagir avec sa banque, c'est super important. Ce qui se passe, c'est que le service client n'a pas grossi de la même manière que notre base client. Donc en fait, Trade Republic, c'est une société, c'est ce qu'on appelle en hypercroissance. Donc la croissance est telle qu'on parle d'hypercroissance. À titre d'exemple, on a doublé la taille de l'entreprise en 18 mois. Donc on avait 5 millions de clients. Ça nous a pris quasi 5 ans pour passer de 0 à 5 millions. Et ça nous a pris 18 mois pour passer de 5 à 10. Ah. Donc voilà, la croissance est telle, le succès est tel que quand vous gagnez 5 millions de clients en 18 mois, c'est très très difficile. Vous pouvez faire ce que vous voulez. C'est très compliqué de mettre le nombre suffisant de personnes derrière pour répondre aux clients. Donc là, on est en train de restructurer l'intégralité du service client. On investit des dizaines de millions d'euros pour restructurer ça d'une manière qui soit pérenne. Pourquoi je dis pérenne ? Parce qu'en fait,
il y a deux manières de faire qu'un service client soit bon. C'est 1, la qualité relationnelle, et 2, le délai de réponse. Et donc, pour faire ça, déjà, on doit au maximum régler les problèmes en amont. C'est-à-dire que régler les problèmes pour lesquels les clients nous appellent, en fait. S'il n'y a plus de problème, ils vont nous appeler beaucoup moins. Donc ça, c'est le premier point. Donc ça, quasiment l'ensemble de la société travaille à ça actuellement. Et le deuxième point, c'est avoir une fonctionnalité qui permette aux clients de nous joindre facilement. Et donc, c'est là-dessus, d'un point de vue infrastructure, c'est là-dessus qu'on investit actuellement. Ouais. En tout cas, vous en avez conscience. Ah ben complètement. Il faudrait être aveugle pour pas en avoir conscience. Autre question, Vincent, avec Trade Republic, est-ce qu'on peut avoir accès au lounge d'aéroport ? Ah non. C'est pas un des services qui est proposé avec la carte de Trade Republic. On est très concentré sur le fait d'augmenter l'épargne des gens et pas de leur offrir plus de services qu'ils pourraient par ailleurs ne pas trop utiliser. Donc évidemment, si vous êtes quelqu'un qui voyageait 5 fois par mois, la carte Trade Republic n'est pas forcément la meilleure carte à prendre pour vous. Par contre, si vous êtes quelqu'un qui fait des dépenses, je sais pas, 1500 € par carte et vous voulez récupérer 1% dans votre épargne directement et que vous voyagez pas beaucoup parce que vous voyagez pas beaucoup, dans ce cas-là, vous avez peut-être plus intérêt à aller chez Trade Republic. Ouais. On est vraiment concentré sur notre mission qui est d'aider les gens à faire grossir leur épargne, pas à les aider à prendre l'avion. Ça, c'est dit. Vous avez dit à plusieurs reprises que les gens vous envoient des DM sur les réseaux sociaux et je trouve ça assez intéressant. C'est très nouveau finalement qu'on puisse discuter comme ça directement avec le directeur d'une banque. Après, c'est le principe des réseaux sociaux. Ça ne veut pas dire que je réponds à chaque fois, évidemment, parce que quand il y a des... par exemple, quand il y a un problème qui peut toucher plusieurs centaines de clients en même temps, et que j'ai ces centaines de clients qui m'envoient le même message, je ne peux pas répondre. Mais vous répondez de temps en temps ? Très souvent, je réponds, notamment quand il s'agit de suggestions d'optimisation. Ouais. Ça, c'est très précieux pour moi d'avoir du feedback. Tiens, ça c'est bien, mais ça serait mieux si on pouvait avoir ça. De vraiment comprendre comment les clients utilisent notre application, de comprendre ce qu'ils aiment bien dans notre application, ce qu'ils aiment moins bien. C'est vraiment très très précieux pour nous parce que c'est ce qu'on utilise pour faire nos choix, pour prendre nos décisions, dans quel projet on va investir. Donc très très important. Ce que je veux dire, c'est que c'est quand même incroyable parce qu'on n'arrive pas forcément à contacter le directeur d'une Société Générale, par exemple. Bah, vous pouvez, il doit avoir un compte sur Twitter, il doit avoir un compte sur Instagram aussi. Je ne sais pas vous s'il va invite à être tenter. aussi réactif que le directeur d'une néobanque comme Trade Republic, vous voyez ? J'essaie d'être C'est réactif. des nouvelles façons de faire. C'est une nouvelle façon de faire. Les réseaux sociaux, c'est aussi pour moi un canal de communication à part entière. Parce que vous l'avez intégré. Parce que je l'ai intégré et parce que j'en ai l'usage aussi. Je suis d'une génération aussi consommatrice de réseaux sociaux, consommatrice de contenu digital. Donc, je pense qu'en effet, c'est beaucoup plus naturel pour moi que pour le directeur d'une banque traditionnelle. Mais alors, est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise chose, ça, en tant que directeur ? Est-ce que ça saoule quand même de devoir répondre à des DM ou est-ce que c'est une bonne chose ? Moi, je trouve que c'est une bonne chose de pouvoir garder un contact direct. Si, c'est vraiment, je suis content. Et sinon, si vraiment ça m'embêtait, j'aurais ma boîte de DM qui serait fermée. Enfin, c'est quelque chose sur lequel on a encore le contrôle, donc il n'y a pas de problème. Les feedbacks, c'est très précieux, que ça soit positif ou négatif, la critique et ainsi de suite. Il y a un truc évidemment sur lequel je répondrai jamais, c'est les insultes. Ça peut arriver parfois, comme sur tous réseaux sociaux. Après, il y en a où c'est toujours un peu plus compliqué, mais évidemment, quand il n'y a pas de respect, il n'y a pas de discussion. Oui, ça c'est normal, évidemment. Il y a un sujet que j'aimerais beaucoup aborder avec vous, Vincent, et qui touche beaucoup de Français, c'est le surendettement. Oui. C'est un fléau qui touche de plus en plus de monde. Et j'aimerais savoir que faire quand on se retrouve justement dans cette spirale infernale. Quelles sont les étapes clés pour reprendre le contrôle ? C'est un énorme fléau, notamment dû au crédit à la consommation, qui ont des taux d'intérêt qui sont très très élevés. Et qui nous emmène du coup dans une spirale en fait où généralement les gens vont reprendre un autre crédit pour payer les échéances du premier et ainsi de suite. Donc le crédit à la consommation, c'est la cause numéro 1 du surendettement ici en France. Oui, et puis ça joue sur une faiblesse émotionnelle que peuvent avoir certaines personnes qui est d'acheter des choses
alors qu'elles n'en ont pas les moyens. Ouais. En fait, ça te donne une illusion d'un pouvoir d'achat qu'elles n'ont pas. Et potentiellement, la cause même de cette envie-là des gens, ça peut être aussi les réseaux sociaux et de voir des gens qui ont des vies belles et fabuleuses sur Instagram, alors que potentiellement la vérité est tout autre. Mais le fait de souscrire à des crédits consommation, c'est jamais une bonne chose. Il y a à peu près, je crois qu'en 2024, c'était un peu plus de 130 000 dossiers de surendettement qui ont été émis. Énorme. Et la vérité, c'est qu'il y en a, la majorité concerne des femmes. Ah. Et oui, femmes célibataires avec enfants, donc mère célibataire, t'as beaucoup plus de chances de te retrouver en surendettement qu'une personne en couple ou qu'un homme. Il y a des solutions qui existent, les dossiers de surendettement pour effacer tout ou partie d'une dette. Vous avez des associations aussi qui peuvent vous aider à reprendre le contrôle, refaire son budget, bien évidemment. Ça, c'est la base de la base. Mais surtout, le message, c'est éviter autant que possible les crédits à la consommation, en fait. En fait, ça fait partie aussi des changements de comportement des gens par rapport à il y a 30 ou 40 ans. C'est-à-dire que maintenant, on consomme des nouvelles choses et des nouveaux services. Il y a 20 ans, acheter un téléphone plus de 1 000 euros, c'était inconcevable et ça n'existait pas d'ailleurs. Il n'y avait pas de téléphone à ce prix-là. Il y a 20 ans, on ne payait pas 30 euros d'abonnement pour regarder de la vidéo à la demande. Donc les usages des gens ont structurellement changé aussi. Donc faire un crédit conso pour acheter un téléphone, c'est évidemment une mauvaise idée. Il y a aussi le fait d'être dans une société de frustration. Vous avez parlé des réseaux sociaux tout à l'heure, et c'est vraiment ça, c'est que les gens cherchent des petits plaisirs malgré le fait qu'ils n'aient pas forcément les moyens. Ce qui est certain, c'est que quelqu'un qui a un budget, ou un foyer qui a un budget, qui a le contrôle sur ses dépenses, qui anticipe les plans, qui met de côté en avance pour une dépense future, c'est une personne qui a ou un foyer qui a beaucoup moins de chances de se retrouver dans une situation de surendettement. Ça, c'est très important. Pour ceux qui le sont déjà, il y a les dossiers de surendettement, il y a les rachats de crédit qui sont possibles. Donc, vous regroupez l'ensemble des crédits que vous avez en un seul crédit et vous étalez sur une durée plus longue, ce qui permet du coup d'avoir une mensualité un tout petit peu plus faible en tout cas. Et du coup, ça vous permet de reprendre un peu d'air financièrement. Donc voilà, il y a des solutions, qui existent. Au mieux, il faut éviter de se retrouver dans cette situation. Et si on y est, on perd pas courage et on essaie de se battre. D'un point de vue un peu plus personnel, qu'est-ce qui vous préoccupe le plus dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui ? D'un point de vue financier, c'est évidemment cette dette de l'État. Parce que si on regarde bien, ça représente à peu près 50 000 euros par Français. Donc, ce qui veut dire que chaque fois que vous faites un enfant, il naît avec 50 000 euros de dette. C'est anxiogène. C'est anxiogène à mort. Donc, évidemment, on essaie de pas y penser. Mais moi, d'un point de vue financier, c'est surtout ça qui me fait peur. Et c'est pour ça que j'investis pour lui, pour eux en tout cas, parce que j'en ai 2, dès le démarrage, même des petites sommes, mais au moins, ça leur donnera un peu plus de chance. Est-ce que vous pensez qu'on peut encore devenir riche en France en 2026 ? Bien sûr. La manière la plus rapide de s'enrichir en France actuellement, c'est de devenir entrepreneur. C'est de créer une société, de créer un business de zéro, de le développer et de le revendre ou de le rendre rentable. Même avec toutes les taxes, tous les impôts, toutes les charges ? Il y en a encore qui y arrivent. C'est sûr que ça aide pas. C'est sûr que ça a pas aidé certaines personnes. C'est sûr que ça a dû couler certaines entreprises. Mais c'est encore possible. Et en tout cas, c'est le moyen le plus rapide si on a envie de devenir riche. Donc, je suis pas aussi dramatique que cela. Ce que je pense et ce dont je suis convaincu, c'est que le niveau de taxation qu'on a en France freine l'économie d'une manière générale, empêche les gens d'entreprendre, empêche les gens d'embaucher. Et du coup, c'est un cercle vicieux parce qu'il y a pas autant de personnes qui travaillent que ce qu'on devrait avoir. Et du coup, ça enlève aussi un niveau de taxe à d'autres et ainsi de suite. Vous savez, normalement, on taxe quelque chose pour le freiner. On a des taxes sur l'alcool pour freiner la consommation d'alcool. Les paquets de cigarettes, ça fait 30 ans que les taxes augmentent parce qu'on veut faire que les gens arrêtent de fumer parce que ça coûte à la société d'être malade. Donc, généralement, on taxe pour éviter que les gens le fassent. Et le problème, c'est que là, on commence un peu trop à taxer le travail.
Pour éviter que les gens travaillent ou quoi? C'est la question qu'on peut se poser. En tout cas, c'est la conséquence logique. Donc il faut. Voilà, je pense que on a atteint un niveau assez critique. Vous êtes papa. Oui. Qu'est-ce que vous aimeriez que vos enfants fassent plus tard? Vous savez, ceux qui vont réussir, c'est ceux qui vont être passionnés par ce qu'ils font. C'est les entrepreneurs, en fait. On vient d'en parler. Donc, moi, tant qu'ils peuvent faire ce qu'ils ont envie de faire, et c'est d'ailleurs pour ça que j'épargne, c'est parce que s'ils ont envie de faire tel type d'études ou tel type d'études, j'ambitionne de pouvoir avoir les moyens de leur offrir ces études-là. Vous êtes super prévoyant, en fait. Mais complètement. Du coup, c'est un effort qui est beaucoup plus faible. Tu sais, d'après l'INSEE, élever un enfant de 0 à 18 ans, ça coûte entre 150 et 250 000 euros. Donc, si on ne prévoit pas un tout petit peu, c'est un petit peu plus compliqué d'assumer ça tous les mois. Vous aimez bien les chiffres, les sondages? Ouais. Ouais. Mais j'aime bien parce qu'en fait... Ça vous donne une direction, c'est quoi? C'est exactement ça, et surtout, ça enlève le biais personnel. C'est-à-dire que des sondages qui sont réalisés sur un panel représentatif de Français, ça va vous donner une moyenne qui est représentative et qui enlève tout biais comportemental que je pourrais avoir par ailleurs de ma propre expérience, de ma propre famille, de là où je viens, de quelle région je viens, et ainsi de suite. Donc ça enlève ces biais-là, en fait. Vous le faites même pour votre vie personnelle, c'est ça, en fait? Oui. Ouais. Oui. J'essaie d'être... Alors, je le suis déjà par nature, hein, ça fait partie de ma personnalité, d'être rationnel. En fait, le manque de temps, ma compagne est entrepreneuse. Moi, je suis directeur d'une banque en ligne. Ce qui fait qu'on a tous les deux travails très très prenants d'un point de vue charge, que ce soit en termes de charge horaire ou de charge mentale. Et du coup, en fait, on n'a pas trop le choix que d'appliquer ça aussi à notre couple et à notre vie. Donc, on gère plus ou moins notre foyer comme une start-up, avec des créneaux définis sur les budgets, avec de l'anticipation un maximum pour les vacances, avec voilà, pour s'enlever aussi un maximum de charge mentale quand on est au travail. Et inversement quand on est à la maison. Donc voilà. Vous avez une carrière académique, mais un parcours qui est quand même assez atypique. Vous auriez pu avoir une très belle carrière chez Rothschild, par exemple. Ouais. Pourtant, vous avez fait le choix de bosser dans une start-up. Et j'aimerais savoir pourquoi vous avez fait ce choix, justement. Moi, j'ai un peu l'impression d'être là dans les débuts, de me retrouver avec Jeff Bezos au démarrage d'Amazon, avec toute proportion gardée, évidemment. Mais en fait, ce qu'on est en train de faire... déjà, 1, ça fonctionne. 2, c'est excitant. C'est vraiment excitant. Et 3, j'ai du retour sur investissement, notamment de mes clients. Dans le sens, le nombre de gens qui m'envoient quand même des DM sympathiques pour me dire merci. J'avais jamais eu autant d'épargne de côté de ma vie, simplement avec des bonnes actions et ainsi de suite. C'est... voilà, c'est tout s'aligne bien. En fait, vous avez l'impression de faire davantage un métier utile, en fait. Complètement. C'est ça. Complètement. Parce que la mission qu'on a d'aider les gens sur la partie retraite est vraiment bien. Et je suis pas en train on n'est pas une association, hein, évidemment, qu'on gagne notre vie. Il n'y a pas de problème. Par contre, on est sur un modèle où c'est win-win, c'est-à-dire que nous, on va gagner notre vie sur le système, pas sur nos clients. Donc nos clients s'en sortent. Voilà. Ouais, je sens que c'est quelque chose qui vous drive, vraiment. Tout au long de l'entretien, je l'ai senti. Le retour des clients, le fait d'aider, de transmettre cette éducation financière, en fait, d'éveiller les consciences sur la gestion de l'argent. C'est l'éveil des consciences et surtout la reprise de contrôle. Moi, ce qui m'embête le plus, c'est qu'il y a plein de choses sur lesquelles c'est pas nous qui sommes en contrôle. Que c'est géré par quelqu'un d'autre, il n'y a aucune transparence, on ne sait pas qui gère, on ne sait pas comment, par contre on nous prélève de façon obligatoire. Et voilà, et l'argent, du coup, c'est pour moi un levier de liberté que les gens doivent reprendre. Mais c'est pas étonnant parce que dans votre caractère, votre personnalité, vous êtes quelqu'un qui est dans le contrôle. Donc finalement... Temps, évidemment, mais... finalement, c'est en lien. C'est complètement en lien. Après, ouais, je vais pas plus loin. Quoi, c'est trop perso, c'est ça? Non, mais ouais, je vais pas faire ma propre analyse non plus, mais le truc, c'est que la notion de contrôle, elle peut avoir une connotation négative. Alors, je pense pas être... d'accord, je Par comprends. exemple, avec les gens qui bossent pour moi, je suis assez peu dans le contrôle. On est Trade Republic, c'est une boîte qui est beaucoup dans l'autonomie des gens. C'est autonomie et impact plutôt que contrôle. Et alors, ok,
Est-ce que votre épouse, elle est OK avec cet aspect de votre personnalité? Il faudrait que vous la receviez. C'est une Je bonne peux pas réponse. je peux pas répondre à sa place. C'est une bonne réponse. Merci beaucoup Vincent. Vous le savez, ce n'est pas encore fini parce que j'ai un petit rituel dans le Manal Show. J'aime terminer mes entretiens avec une série de questions rafales. Ok. Le but, c'est de répondre le plus spontanément possible, Mhm. sans trop réfléchir. Mhm. Ça dure 1 minute 30. Est-ce que vous êtes prêts? Prêt. C'est parti. Quelle est la première chose que vous faites en vous levant le matin? Mon lit. Récemment, qu'est-ce qui vous a apporté de la joie? Mes enfants, hier soir. Quelle est votre plus grande addiction? Cigarette électronique. Si vous pouviez inviter une personne à votre table pour déjeuner, n'importe qui, sans limite, qui choisiriez-vous? Aussi, j'aimerais bien passer du temps avec le président. Comprendre. J'aimerais bien comprendre. Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé dans ces 7 années? Pourquoi il a lâché la politique interne pour se concentrer sur la politique externe? Le confort matériel rend-il réellement plus heureux selon vous? Dans l'absolu, oui. Maintenant, le plus grand des pièges, c'est d'augmenter son niveau de vie en même temps qu'augmenter ses revenus. Donc là où on est le plus heureux, je pense, c'est en sachant garder ce niveau de simplicité, alors même que nos revenus augmentent. Quelle est votre définition de la richesse? Oh bah, il y a plein de richesses différentes. Il y a la richesse culturelle, il y a la richesse émotionnelle, il y a la richesse familiale. Pour moi, la richesse, c'est une notion de liberté surtout. Si vous pouviez avoir la vérité absolue sur un événement passé, qu'aimeriez-vous savoir? Moi, j'aime beaucoup l'histoire et je me serais bien retrouvé, si je pouvais, c'est pas une question de vérité, mais à me retrouver à des instants précis, sous le règne de Napoléon, par exemple. Quelle est la chose à laquelle vous croyez et que les autres considèrent comme une folie? Alors, elle est un peu bizarre cette réponse, mais je suis assez persuadé qu'on va revenir au moteur thermique et on va plus ou moins abandonner les voitures électriques à moyen long terme. Qu'est-ce qui vous fait dire ça? C'est une intuition. Et le fait que économiquement, ça soit encore plus intéressant. Qu'est-ce qui vous préoccupe le plus dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui? Là, actuellement, c'est évidemment les relations diplomatiques tendues entre toutes les grandes puissances qui amènent une forte instabilité et du coup une insécurité très très forte. Et d'un point de vue un petit peu plus local, c'est le clivage qu'on observe actuellement dans la société. Quel est le luxe dont vous ne pourriez absolument pas vous passer? Alors, je craque souvent sur des mochis, la pâtisserie, qui est pour le coup très très cher pour une pâtisserie qu'on peut trouver dans une petite rue dans le 8e. Mais c'est mon petit péché mignon du luxe. Voilà. Et je vous comprends parce que c'est délicieux. Vincent, croyez-vous en Dieu? Alors, pour le coup, je suis catholique. Je pratique assez peu. En fait, ça, c'est la relation que chacun peut avoir avec sa foi. Donc, c'est très personnel. Et la foi, c'est pas forcément aussi croire ou ne pas croire en Dieu. C'est cette chose supérieure qui peut nous animer. Donc, il n'y a pas vraiment de oui ou non, parce qu'en fait, ça peut dépendre aussi de certaines périodes de doute, de pas de doute. Quelle est cette chose que vous aviez dans vos plus jeunes années et que vous auriez aimé garder en devenant adulte? Et l'insouciance, Selon vos proches, quelle est votre plus grande qualité? ma sociabilité, Et selon vous, quel est votre plus grand défaut? l'impatience. Quelle est la dernière chose que vous faites avant de dormir? Je lis un livre et j'embrasse ma compagne. Ah! Et quel est le livre que vous lisez en ce moment? Et je lis Ken Follett, le tout dernier de Ken Follett, là, sur l'Antiquité. C'est des romans historiques, c'est super bien. En tout cas, merci de vous être prêté au jeu. Bien sûr, on a également notre question signature, peut-être la question la plus importante même de cet entretien, avec ce que vous avez appris ces dernières années. Quelle est la leçon que vous aimeriez partager aujourd'hui qu'on n'apprend pas à l'école? La leçon la plus importante, c'est que l'argent ne dort jamais, elle travaille toujours. La vraie question, c'est pour qui? Merci Vincent pour toute la valeur que vous avez apportée et surtout pour les réponses honnêtes, même sur les questions les plus délicates. Si on veut en savoir davantage, où peut-on vous retrouver? Mes comptes personnels sur lesquels je suis actif et sur lesquels je réponds, vous pouvez me trouver sur X, donc anciennement Twitter. Vous tapez juste mon nom, Vincent Grard. Okay. Et je suis également présent sur Instagram aussi, au même nom. Et si vous voulez en savoir plus de manière générale sur les marchés financiers, sur les services et les produits de Trade Republic, vous avez Trade Republic de présence sur Instagram et sur Twitter également. Évidemment, nous on mettra tous les liens en description de cette vidéo. Merci encore Vincent Grard. Je vous souhaite beaucoup de succès dans tous vos futurs projets. Merci à vous.